pesticides peuvent provoquer des ravages stupéfiants. Jadis, de grands arbres poussaient ici, et l'herbe arrivait à hauteur d'homme. Le nouveau visage du Tennessee. Mais ce phénomène se manifeste à plus ou moins grande échelle dans tous les États-Unis. Or, ce sont ces quelques taches vertes qui subsistent encore, qui contiennent les éléments essentiels dont dépend toute vie. Alors il est certain que les problèmes d'érosion des sols que nous avons en Europe de l'Ouest, en zone tempérée, et donc y compris en France, ne sont pas aussi dramatiques que ceux que les États-Unis ont connus au début du siècle dernier. Néanmoins, ces images permettent de comprendre les conséquences négatives que peuvent avoir un travail important du sol sur sa stabilité et sa fragilité, sa sensibilité aux événements climatiques et donc à l'érosion. Et on perçoit du coup tout l'enjeu qu'il y a d'essayer de mettre au point des systèmes de culture capables de se satisfaire d'un travail simplifié du sol, voire éventuellement d'un non-travail du sol. Le labour consiste à retourner les éléments du sol, les modes de terre, à mélanger en profondeur les différentes couches qui ont été prises par le labour sur 30 à 40 cm et à fractionner ces différentes mottes. Cependant, le labour présente un grand inconvénient, c'est qu'il détruit un habitat et surtout ça rend le sol plus sensible à l'érosion. Alors le labour reste une technique très efficace pour faire disparaître les adventices du sol et il crée de la porosité du sol pour que les racines s'implantent dans la culture. Alors pour éviter un autre inconvénient du labour, qui provient du retournement qu'il exerce sur le sol, on adopte une technique appelée le pseudo-labour qui garde les deux caractéristiques importantes du labour, à savoir le mélange profond et la fragmentation, mais qui abandonne le retournement. Et du coup, on retrouve en surface des modes de terre qui étaient très proches de la surface, voire en surface, et ça permet de conférer à la surface du sol une meilleure cohésion, une meilleure stabilité structurale des agrégats, donc d'avoir un sol moins sensible à l'érosion. En simplifiant encore un petit peu, on a les différentes façons de travail superficiel du sol, on n'a pas de retournement, mais on garde un mélange qui n'est pas profond, qui est plutôt superficiel jusqu'à entre 10 et 15 cm, et fragmentation. On a donc là un itinéraire simplifié qui, selon la nature du sol, peut directement permettre de semer si le lit de semence est suffisamment fin. Alors on en arrive à la forme extrême de la simplification du travail du sol, qui est le semis direct, qui consiste à mettre en terre des graines sans qu'il n'y ait eu au préalable la moindre préparation par l'homme d'un lit de semence. Ceci dit, le lit de semence est préparé naturellement par l'activité biologique à la surface du sol. L'inconvénient, c'est que l'on garde les adventices justement à la surface du sol, alors que ces adventices avaient été totalement enfouis par le labour et gardés un petit peu à la surface par le pseudo-labour et surtout par le travail superficiel du sol. Alors le semi-direct constitue un des piliers de l'agriculture de conservation, les deux autres étant un sol toujours couvert, le troisième pilier étant l'allongement de la rotation. Ensemble, ces trois principes de l'agriculture de conservation permettent la mise en place de systèmes de culture performants, parce que productifs, en utilisant malgré tout moins d'intrants. Et de ce fait, je considère que l'agriculture de conservation, je le précise, correctement appliquée, en respectant bien ces trois principes, constitue un levier majeur pour la transition agroécologique.